Finalement, j'ai dit la vérité à ma meilleure amie et l'univers a décidé que c'était le moment parfait pour me faire renverser par une voiture. Je regardais par la fenêtre le camion de déménagement stationné en face de l'immeuble de ma meilleure amie. Bi, lorsque mon téléphone a vibré avec un texto d'elle. Je pars aujourd'hui. Tu pourrais encore m'arrêter? Dis-moi de rester. Ma poitrine s'est serrée. Comment aurais-je pu? Elle savait que j'étais amoureux d'elle depuis des années. Mais quand elle a commencé à sortir avec mon ami Nick, j'ai pris du recul, je leur ai donné de l'espace, j'ai essayé de passer à autre chose. Et j'y étais presque arrivé jusqu'à hier soir, quand elle est arrivée à mon appartement en pleurant, me disant qu'être avec Nick lui avait fait réaliser qu'elle n'était pas du tout amoureuse de lui. Qu'en fait, elle m'aimait et pensait à moi tout le temps. Mais quand Bi m'a demandé si je voulais qu'on essaie, je me suis senti trahi, comme si j'étais un plan de secours. Alors je lui ai dit que je n'avais plus ces sentiments pour elle et qu'elle devait passer à autre chose. J'ai vu l'espoir dans ses yeux s'éteindre juste là, à ma porte. Maintenant, elle partait pour de bon. Un nouveau départ, loin de moi. Je l'ai vue descendre des cartons quand nos regards se sont croisés. Elle m'a fixé un moment, attendant que je l'arrête. Que je lui dise de rester, comme elle l'avait demandé dans les messages. Quand je suis resté silencieux, elle a juste hoché la tête, est montée dans sa voiture et a commencé à s'éloigner. Mais à la seconde où ses feux arrière ont disparu au coin de la rue, la panique m'a envahi. J'ai couru à l'étage et j'ai attrapé mon téléphone. Mes mains tremblaient de si fort que je pouvais à peine le déverrouiller. J'ai appelé Nick. Je sais que tu ne veux pas m'entendre, mais Bi s'en va. Et je voulais me sentir bien à ce sujet. Mais ce n'est pas le cas. Nick a répondu immédiatement. Alors va la chercher. Je ne peux pas. Toi et elle étiez... Elle n'a jamais été amoureuse de moi, a coupé Nick. Tout le temps qu'on a passé ensemble, elle s'illuminait chaque fois que tu lui envoyais un message. J'étais au milieu d'une phrase, lui racontant mon travail, et elle écoutait. Mais dès que ton nom apparaissait sur l'écran de son téléphone, tout son visage s'adoucissait d'une manière qu'il n'a jamais fait avec moi. Il a soupiré. Les mots m'ont frappé durement. « Mais elle est sortie avec toi, elle t'a choisi », ai-je argumenté, sentant que je perdais la tête. Seulement parce qu'elle ne savait pas. Tu sais, avant qu'elle ne parte, on a eu une conversation honnête et elle m'a dit qu'elle avait eu l'impression de passer 3 mois à essayer de se convaincre qu'elle m'aimait. Mais chaque fois que quelque chose de bien ou de mal arrivait, je n'étais pas la personne à qui elle voulait le dire. C'était toi, a-t-il pleuré, disant qu'aimer la mauvaise personne était le sentiment le plus solitaire au monde. Je ne pouvais plus respirer. Tout ce temps, j'avais pensé qu'elle l'avait choisi, lui, plutôt que moi, que je l'avais aimé pendant qu'elle voulait quelqu'un d'autre, mais elle était tombée amoureuse de moi tout ce temps et ne l'avait même pas réalisé avant maintenant, quand il était trop tard. Elle n'est pas revenue vers toi parce que je n'étais pas suffisant, a continué Nick. Elle est revenue parce qu'elle a enfin compris ce qu'elle ressentait depuis toutes ces années. Tu n'es pas son plan de secours. Tu es la personne dont elle est amoureuse. Et je sais que tu es toujours amoureux d'elle. Je me suis levé. Je vais la chercher, ai-je annoncé avant de raccrocher. J'ai attrapé mes clés et j'ai couru vers la porte, composant son numéro en descendant les escaliers 4 à 4. J'ai sauté dans la voiture et j'ai accéléré sur l'autoroute, essayant de la rattraper avant son vol. Elle n'a pas répondu. J'ai réessayé d'appeler. La même chose. Au 3e appel, je lui ai ouvert mon cœur sur sa messagerie vocale, espérant que cela lui parvienne. B, c'est moi. Ne raccroche pas. S'il te plaît. Écoute juste. J'étais blessé. Je pensais que j'étais ta deuxième option, que tu te contentais de moi parce que ça n'avait pas marché avec lui. Je ne t'ai même pas donné la chance de t'expliquer. J'ai fait une pause, zigzagant d'une voie à l'autre alors que j'approchais de la sortie. À seulement 10 minutes de la serrer enfin dans mes bras. Nick m'a dit la vérité, ai-je continué. Et tu sais quoi? Tu es tout pour moi. Et je ne crois pas que je puisse passer le reste de ma vie à me demander ce que nous aurions pu être. Alors s'il te plaît, attends-moi. Permets-moi de te retrouver et de te dire à quel point je veux être avec toi et à quel point je t'aime. Un gros camion m'a percuté de plein fouet à une intersection. Ma voiture a fait 4 tonneaux avant de s'écraser contre un poteau électrique. J'étais à 3 minutes de l'aéroport. Quand j'ai ouvert les yeux, tout était blanc. Une infirmière est entrée en souriant lorsque ses yeux se sont écarquillés.
Oh mon Dieu, vous êtes réveillé a-t-elle haleté avant de se précipiter dehors. Pendant l'heure qui a suivi, une femme plus âgée est entrée dans la pièce, son sourire doux et amical, mais ses yeux remplis de tristesse. Alors qu'elle s'approchait, ma respiration s'est presque arrêtée. C'était elle. C'était Bee. Mais elle n'avait plus 21 ans. Ses cheveux avaient des mèches argentées, de fines lignes autour de ses yeux. 15 ans se sont écoulés, a-t-elle chuchoté. Est-ce trop tard? Ai-je demandé. Elle m'a regardé dans les yeux. Elle a pris une inspiration tremblante et a tiré une chaise près de mon lit. Sa main s'est tendue lentement et avec prudence, comme si elle craignait de me briser si elle bougeait trop vite. Ses doigts se sont enroulés autour des miens, et ils étaient chauds et réels, et rien de tel que le souvenir auquel je m'étais accroché pendant ce qui semblait être hier, mais qui était en fait 15 ans. « Il n'est pas trop tard pour que nous fassions connaissance à nouveau, » a-t-elle dit doucement. « Mais tout a changé. Nous avons tous les deux changé. Nous devons y aller très doucement. » Avant que je ne puisse répondre, la porte s'est ouverte et un médecin en blouse blanche est entré, portant une tablette. Il s'est arrêté en voyant que j'étais éveillé et que je parlais, puis s'est déplacé de l'autre côté de mon lit. Il s'est présenté, mais le nom m'a échappé car il a commencé à expliquer ce qui m'était arrivé et je ne pouvais me concentrer sur rien d'autre. Traumatisme crânien grave dû à l'accident de voiture. 15 ans dans le coma. Mon cerveau avait guéri tout seul pendant tout ce temps, construisant de nouvelles voies autour des parties endommagées. Il a parlé de physiothérapie et de tests cognitifs et de réapprendre des choses de base comme marcher et s'habiller. Mon corps avait oublié comment faire presque tout pendant que je dormais. La route à parcourir prendrait des mois, peut-être des années. Il a continué, mais j'ai cessé d'écouter les mots parce que le poids de tout cela me serrait la poitrine et rendait la respiration difficile. Bee m'a serré la main et je l'ai regardée à nouveau. Elle a attendu que le médecin parte avant de parler. « Je serai là pour te soutenir dans tout cela », a-t-elle dit. « Mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je ne suis pas la même personne qui t'a supplié de ne pas la laisser partir. J'ai une carrière maintenant, des responsabilités. Toute une vie que j'ai construite sans toi et que je ne peux pas simplement abandonner. » Sa voix s'est un peu brisée sur la dernière partie. « Je veux t'aider, mais j'ai aussi besoin de prendre soin de moi. » Est-ce que ça a du sens? J'ai hoché la tête, même si une partie de moi voulait crier que rien de tout cela n'avait de sens. Ma voix est sortie rauque quand j'ai finalement réussi à parler. La messagerie vocale, celle que j'étais en train de laisser quand le camion m'a frappé. L'as-tu écoutée? Elle a sorti son téléphone de sa poche et l'a tenu. Je l'ai gardé toutes ces années, a-t-elle dit. Mais l'écouter pourrait être plus difficile que tu ne le penses en ce moment. Es-tu sûr de vouloir? Je n'étais plus sûr de rien. Mais j'ai hoché la tête quand même. Une femme aux cheveux foncés avec un dossier épais est entrée avant que Bee ne puisse mettre la messagerie vocale. Elle s'est présentée comme Olivia Caruso et a expliqué qu'elle était là pour m'aider à régler toutes les questions juridiques et financières. Elle s'est assise sur une autre chaise et a ouvert le dossier sur ses genoux. Mes parents ont eu ma tutelle pendant les 7 premières années. Puis, ils sont tous les deux morts dans un accident de voiture il y a 8 ans et la tutelle a été transférée à ma sœur, qui a déménagé à l'autre bout du pays avec sa famille. Olivia a dit qu'elle m'aiderait à demander des prestations d'invalidité et à gérer les demandes d'assurance et finalement à retrouver mon droit légal de prendre mes propres décisions une fois que je serais suffisamment stable. Les mots me semblaient en venir de loin. Mes parents étaient morts. Ma sœur était partie. Tout ce que je connaissais avait disparu. J'ai regardé Bee et je me suis forcé à poser la question qui était coincée dans ma gorge depuis mon réveil. Qu'en est-il de Nick? Êtes-vous toujours ensemble? Elle a secoué la tête et quelque chose dans son visage s'est adouci. On a rompu en moins d'1 an, a-t-elle dit. Je ne pouvais pas m'empêcher de le comparer à ce que je ressentais pour toi. Chaque fois qu'on allait quelque part ou qu'on faisait quelque chose, je pensais à comment tu aurais réagi ou à quelle blague tu aurais faite. Ce n'était pas juste pour lui. On en a parlé et on a décidé qu'on était mieux en amis. Il se porte très bien maintenant. Il a sa propre vie. Il voudra probablement te rendre visite une fois que tu seras prêt. Le soulagement qui m'a envahi m'a semblé mauvais et égoïste, mais je ne pouvais pas l'aider. Les larmes sont venues avant que je ne puisse les arrêter. Elles ont coulé sur mon visage et dans mes oreilles parce que je ne pouvais pas lever les mains pour les essuyer.
Je suis désolé, ai-je dit, et ma voix s'est complètement brisée. Je suis tellement désolé de t'avoir renvoyé de ma porte cette nuit-là. D'avoir été trop fier et blessé pour simplement t'écouter, d'avoir laissé tout ça arriver parce que j'étais stupide et effrayé. Bee a également commencé à pleurer et s'est penchée en avant, son front frôlant la barrière du lit. « Je te pardonne », a-t-elle dit. « Je t'ai pardonné il y a longtemps, mais le pardon n'efface pas 15 ans. Il ne fait pas de nous les mêmes personnes qu'à l'époque. Nous ne pouvons pas simplement reprendre là où nous nous sommes arrêtés comme si de rien n'était. » Elle avait raison, et je le savais, mais cela ne rendait pas la chose moins douloureuse. Un homme est entré plus tard cet après-midi-là et s'est présenté comme Will Hancock. Il était mon physiothérapeute et il avait besoin de faire une évaluation pour voir ce que mon corps pouvait encore faire. Il a bougé mes bras et mes jambes, doucement, testant la réponse de mes muscles. Tout me semblait faible et étrange, comme si mon corps appartenait à quelqu'un d'autre. Il a expliqué que 15 ans au lit signifiait que mes muscles s'étaient atrophiés et que mes os s'étaient affaiblis. Mon corps avait littéralement oublié comment faire presque tout. Il m'a fixé de petits objectifs. Lever mon bras de 15 cm du lit, fléchir mes orteils, tourner ma tête d'un côté. Des choses qui étaient autrefois automatiques exigeaient maintenant toute ma concentration et ma force. Il a dit que cela prendrait des mois de travail douloureux juste pour m'asseoir tout seul. Peut-être 1 an avant de pouvoir marcher à nouveau. Les chiffres semblaient impossibles. Cette nuit-là, après que tout le monde soit parti, j'ai regardé le plafond et j'ai essayé de compter tout ce que j'avais manqué. 21 ans transformés en 36. Le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, encore et encore, 15 fois sans moi. Mes parents vieillissant puis mourant sans que je sois là. Ma sœur fondant une famille que je n'ai jamais connue. Des amis qui sont passés à autre chose, se sont mariés, ont eu des enfants, ont vécu des vies entières pendant que j'étais figé dans ce lit. La douleur me semblait trop grande pour mon corps. Elle appuyait sur mes côtes et me serrait la poitrine. Et je ne pouvais plus pleurer parce que j'étais trop fatigué, trop vide et trop effrayé de ce qui allait suivre. Bee est revenue le lendemain matin avec une boîte en carton. Elle l'a posée sur la chaise et a commencé à sortir des objets. Des photos d'elle assise à côté de mon lit à différentes saisons, ses cheveux courts, puis longs, puis courts à nouveau. Des cartes qu'elle m'avait écrites pour mes anniversaires et les jours fériés. Un journal où elle avait écrit sur ses visites et ce qui se passait dans sa vie. J'ai regardé les photos lentement, voyant des versions d'elle que je n'avais jamais rencontrées. Elle a 25 ans avec une nouvelle coupe de cheveux. Elle a 30 ans l'air fatiguée, mais plus forte d'une certaine manière. Elle a 35 ans, avec ses mèches argentées dans ses cheveux que j'avais remarquées lorsqu'elle était entrée. Elle avait été là tout le temps, vivant, changeant et vieillissant, pendant que j'étais figé à 21 ans. La boîte était la preuve qu'elle ne m'avait jamais oublié, même si elle aurait peut-être dû le faire. Bee a remis les photos dans la boîte et s'est assise à côté de mon lit à nouveau. Elle semblait fatiguée d'une manière qui dépassait le simple manque de sommeil. Je voulais lui poser des questions sur les 15 ans, mais je ne savais pas par où commencer. Elle a semblé lire dans mes pensées car elle a pris une grande inspiration et a commencé à parler. Elle m'a dit qu'elle avait déménagé dans une autre ville environ 6 mois après l'accident, acceptant une opportunité d'emploi qui l'éloignait de tout ce qui lui rappelait moi. Elle a rencontré quelqu'un au travail, un gars qui était gentil et stable et qui la faisait se sentir moins seule. Ils sont sortis ensemble pendant 1 an et se sont mariés lors d'une petite cérémonie avec seulement quelques amis. Pas de grand mariage, rien d'extravagant. Elle a dit que ça lui avait semblé juste à l'époque, comme si elle avançait enfin au lieu d'être coincée dans le passé. Mais 3 ans plus tard, ils se sont tous deux réveillés un jour et ont réalisé qu'ils s'étaient précipités dans tout parce qu'ils essayèrent de réparer quelque chose de brisé à l'intérieur d'eux-mêmes. Le divorce a été calme et triste, mais pas en colère. Il n'y avait pas d'enfant, ce dont elle était reconnaissante maintenant, car cela aurait rendu les choses tellement plus compliquées. Elle m'a regardé quand elle a eu fini, et je pouvais voir qu'elle attendait que je réagisse. Je ne savais pas quoi dire. Une partie de moi a ressenti du soulagement qu'elle ne soit plus avec lui, ce qui m'a fait me sentir comme une personne horrible. L'autre partie s'est simplement sentie triste qu'elle ait vécu toute cette vie, pris ces grandes décisions, construit et perdu un mariage, tout cela pendant que j'étais allongé ici, figé dans le temps. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, quelqu'un a frappé à la porte.
Olivia est entrée avec un autre dossier et elle a regardé entre Bee et moi comme si elle interrompait quelque chose d'important. Bee s'est levée et a dit qu'elle reviendrait demain, m'a donné une brève pression de la main et est partie. Olivia a rapproché la chaise et a ouvert son dossier. C'était le 4e jour depuis mon réveil et elle avait besoin de revoir le calendrier réaliste pour ma guérison. Elle a étalé des papiers sur la table à côté de mon lit et a commencé à expliquer. J'aurais besoin d'au moins 3 mois de réadaptation intensive pour patients hospitalisés avant que quiconque puisse même parler de passer à des soins ambulatoires. Elle l'a dit lentement, s'assurant que je comprenne que cela n'allait pas être une guérison rapide. Je ne pouvais pas simplement travailler dur pendant quelques semaines et rentrer à la maison. Mon corps était au lit depuis 15 ans, et cela signifiait que mes muscles, mes os, mes organes, tout avait changé. Elle avait besoin que je comprenne que mes attentes devaient correspondre à la réalité médicale, sinon je finirais par être frustré et par abandonner. J'ai hoché la tête, mais j'étais paniqué à l'intérieur. 3 mois minimum juste pour arriver à la prochaine étape. Combien de temps jusqu'à ce que je puisse marcher, vivre seul, avoir une sorte de vie normale? Olivia a dû le voir sur mon visage, car elle a dit que nous allions prendre les jours les uns après les autres et célébrer les petites victoires. Elle est partie après m'avoir fait signer des formulaires concernant le transfert en rééducation. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser au mariage et au divorce de Bee, aux 3 mois de rééducation, au temps qui était déjà perdu et à celui qui allait encore s'échapper. Quand Bee est revenue le lendemain matin, j'avais rassemblé le courage de lui demander quelque chose qui me brûlait la poitrine depuis qu'elle était entrée. Je lui ai demandé si nous pouvions essayer d'être ensemble maintenant. Mon cœur battait la chamade et mes mains étaient moites contre les draps de l'hôpital. Elle a fermé les yeux et j'ai vu son visage passer par environ 10 émotions différentes en 5 secondes. Quand elle les a rouverts, elle avait l'air triste et honnête. Elle a dit qu'elle ne savait pas encore ce qu'elle voulait. Elle a dit qu'en ce moment, mon seul travail était de me concentrer à devenir fort et à apprendre à vivre dans ce nouveau monde. Tout le reste pouvait attendre. J'ai senti quelque chose se briser en moi quand elle a dit cela. Je m'étais réveillée après 15 ans et elle était la première personne que j'avais vue et je pensais que cela signifiait peut-être quelque chose. Mais elle avait raison. J'étais allongé dans un lit d'hôpital, incapable même de m'asseoir tout seul. Quel genre de relation pouvions-nous avoir comme ça? J'ai lâché avant de pouvoir m'arrêter. Je lui ai dit quelle était la raison pour laquelle j'étais ici en premier lieu. Que je m'étais écrasé parce que je la poursuivais jusqu'à l'aéroport, parce que j'étais en train de laisser ce message vocal lui disant que je l'aimais. Les mots sont sortis tranchants et méchants, et je me suis détesté à la seconde où ils sont sortis de ma bouche. Bee s'est levée et a attrapé son sac. Son visage est devenu pâle et j'ai vu des larmes commencer à monter. Je me suis excusé immédiatement, désespérément. J'ai dit que je ne le pensais pas, que j'étais effrayé et confus et que je m'étais défoulé sur elle. Elle s'est arrêtée à la porte et s'est retournée. Elle a dit que nous pouvions continuer à parler, mais que nous devions le faire sans mettre d'étiquette ni de pression sur ce que c'était entre nous. Elle a dit qu'elle reviendrait demain, mais que je devais comprendre que la blâmer pour mes choix n'était juste pour aucun de nous deux. Elle est partie, et j'ai passé le reste de la journée à me sentir minable. Une semaine s'est écoulée avec des visites courtes et prudentes de Bee. Nous parlions de choses sûres comme la météo et les émissions populaires en ce moment, et à quel point la technologie avait changé. Cela semblait faux et distant, mais je ne savais pas comment arranger les choses après ce que j'avais dit. Puis, un après-midi, elle est entrée et a suggéré quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle a dit que peut-être nous devrions écouter ensemble la messagerie vocale, juste les 30 premières secondes. Elle pensait que cela pourrait nous aider tous les deux à comprendre ce qui s'était passé ce jour-là, au lieu de laisser cela s'interposer entre nous comme cette énorme chose non dite. J'ai accepté, même si j'étais terrifié. Elle a sorti son téléphone et s'est rapprochée pour s'asseoir à côté de mon lit. Elle a appuyé sur lecture et j'ai entendu ma propre voix, plus jeune et pleine de panique. Je me suis entendu dire son nom. J'ai entendu le désespoir et l'amour dans mon ton. C'était comme écouter un étranger et moi-même en même temps. Nous sommes arrivés aux 30 secondes et elle l'a arrêté. Nous avions tous les deux des larmes qui coulaient sur nos visages. Aucun de nous ne pouvait parler pendant un moment. Finalement, j'ai dit « Peut-être que nous devrions attendre avant d'écouter le reste. »
Elle a hoché la tête et a rangé son téléphone. Quelque chose s'était brisé entre nous, mais d'une manière différente qu'avant. Cela semblait cru, mais aussi honnête. Quelques jours plus tard, Bee m'a dit qu'elle avait commencé à consulter une thérapeute nommée Jasmine. Elle a dit qu'elle avait besoin d'aide pour traverser le mélange compliqué de culpabilité et de soulagement qu'elle ressentait à propos de mon accident et de ma guérison. Je lui ai demandé ce qu'elle entendait par soulagement, et elle a dit qu'elle expliquerait plus tard, mais en gros, elle était heureuse que je sois réveillé, même si les circonstances étaient horribles. Au cours des semaines suivantes, elle a mentionné Jasmine de plus en plus. Apparemment, Jasmine l'aidait à reconnaître des schémas dans sa vie, comme la façon dont elle essayait toujours de réparer les choses et les gens au lieu de s'occuper de ses propres problèmes. Bee a dit que Jasmine lui avait dit qu'elle devait apprendre qu'en prendre du recul et laisser les autres assumer la responsabilité de leur propre guérison. Je ne savais pas quoi en penser. Une partie de moi voulait qu'elle continue de venir tous les jours, qu'elle soit là pour tout. Mais une autre partie savait qu'elle avait probablement raison. Un matin, j'ai demandé à Olivia de m'aider à appeler Nick. Mes mains tremblaient en composant le numéro. J'étais tellement nerveux d'entendre sa voix après 15 ans. Et s'il me détestait? Et s'il me blâmait pour tout? Il a répondu au deuxième bip, et sa voix était chaleureuse et familière. Il a dit qu'il était content que je sois réveillé, qu'il viendrait me rendre visite bientôt, que Bee n'avait jamais cessé de se soucier de moi, même lorsqu'elle avait essayé de passer à autre chose. Nous avons parlé pendant peut-être 10 minutes, et quand j'ai raccroché, je me suis senti plus léger que je ne l'avais été depuis mon réveil. Nick allait bien. Il avait sa propre vie maintenant, et il n'avait pas l'air en colère ou blessé. Il avait juste l'air d'être mon ami. Bee est venue cet après-midi-là et m'a dit qu'elle avait négocié avec son patron pour travailler partiellement à distance. Elle me rendrait visite 3 fois par semaine, mais pas plus. Elle a dit qu'elle était déterminée à ne pas laisser ma guérison consumer toute sa vie, comme elle savait qu'elle l'aurait fait plus jeune. Je voulais discuter, mais j'ai compris. Elle avait un travail. Des amis, toute une vie qui existait avant que je ne me réveille. Elle ne pouvait pas tout laisser tomber. 3 semaines après la rééducation, Will est arrivé avec un déambulateur. Il a dit qu'il était temps d'essayer de me mettre debout. J'étais excité et terrifié en même temps. Il a positionné le déambulateur et m'a aidé à déplacer mon poids. Mes jambes ont tremblé si fort que j'ai cru qu'elles allaient s'effondrer sous moi. Tout brûlait et se sentait faible et étrange. Mais je me suis tenu droit pendant presque 1 minute complète avant que Will ne m'aide à redescendre. Tout le monde dans la salle de rééducation a applaudi. L'exploit semblait à la fois massif et incroyablement petit par rapport à ce que j'étais capable de faire autrefois. J'avais l'habitude de courir, de jouer au basket, de monter les escaliers 4 à 4. Maintenant, se tenir debout pendant 60 secondes était une victoire qui méritait d'être célébrée. Cette nuit-là, Bee m'a appelé au lieu de me rendre visite. Elle a dit qu'elle avait eu une séance révélatrice avec Jasmine. Elle a réalisé que son mariage avait échoué en partie parce qu'elle avait choisi quelqu'un qui avait besoin d'être sauvé au lieu de quelqu'un qui était déjà complet. Elle a dit qu'elle était terrifiée à l'idée de reproduire ce schéma avec moi. Elle devait comprendre comment me soutenir sans faire de ma guérison toute son identité. J'ai écouté et j'ai essayé de ne pas me sentir blessé. Elle ne disait pas qu'elle s'en fichait. Elle disait qu'elle s'en souciait tellement qu'elle devait faire les choses correctement. Nous avons parlé pendant 1 heure des limites et des attentes et de ce à quoi ressemblait vraiment un soutien sain. Ce n'était pas la conversation romantique que j'avais imaginé avoir avec elle, mais c'était peut-être plus important. Le lendemain matin, Olivia est revenue avec un dossier si épais qu'il tenait à peine sous son bras. Elle a rapproché la table de chevet et a étalé des papiers sur chaque centimètre. Des formulaires de prestation d'invalidité, des factures médicales avec des chiffres qui me retournaient en l'estomac, une police d'assurance vie que mes parents avaient établie il y a des années qui aiderait mais ne couvrirait pas tout. Elle m'a guidé à travers chaque document lentement, pointant des lignes et expliquant ce qu'elles signifiaient. La dette médicale s'était accumulée pendant 15 ans. L'assurance couvrait la majeure partie, mais il y avait des lacunes et des quotes-parts et des choses auxquelles personne ne s'attendait. Mes parents avaient payé ce qu'ils pouvaient avant de mourir. Après cela, ma sœur avait pris le relais, mais elle avait sa propre famille et ses propres factures. Olivia a dit que nous trouverions un plan de paiement une fois que nous saurions ce que je serais réellement capable de faire à long terme. Peut-être que je pourrais travailler un jour.
Peut-être que j'aurais besoin de soins continus, trop tôt pour le savoir avec certitude. Elle a promis de m'aider à élaborer un plan financier réaliste, mais pour l'instant, il s'agissait simplement de comprendre la situation actuelle. J'ai signé des formulaires jusqu'à ce que ma main ait une crampe. Chaque signature donnait l'impression d'accepter un avenir que je n'avais pas choisi. Quelques jours plus tard, Bee est apparue avec une petite boîte. Elle l'a posée sur mes genoux et a ouvert le couvercle. Mon ancien téléphone était à l'intérieur, branché à un chargeur qui semblait ancien par rapport à l'élégant qu'elle a sorti de sa poche. Elle l'avait trouvé dans la salle de stockage où ma sœur gardait mes affaires. Sous le téléphone se trouvaient des impressions, des pages et des pages d'entre elles, des conversations de groupe de toutes ces années. Notre groupe d'amis parlant de moi comme si je n'existais plus. J'ai lu des messages sur le mariage de Jake et le nouveau bébé d'Annaline et Chris déménageant à Seattle. Ils me mentionnaient parfois. Ils se souvenaient d'histoires. Ils se demandaient si je me réveillerais un jour. C'était étrange de me voir discuter comme un souvenir, comme quelqu'un qui existait mais qui n'existait plus. Un message d'il y a 3 ans m'a fait m'arrêter. Annaline avait écrit sur le fait de me rendre visite pour mon anniversaire et à quel point c'était étrange de parler à quelqu'un qui ne pouvait pas répondre. Jake avait répondu qu'il ne pouvait plus faire de visites à l'hôpital parce que ça faisait trop mal. Ils étaient tous d'accord pour dire qu'ils ne m'oublieraient jamais, mais ils devaient continuer à vivre. J'ai compris cela. Je l'ai fait, mais le lire donnait quand même l'impression d'assister à mes propres funérailles. Cette nuit-là, Bee et moi avons pris une décision. Nous allions écouter toute la messagerie vocale ensemble. Plus d'arrêt après 30 secondes. Elle a sorti son téléphone et nous nous sommes assis l'un près de l'autre sur mon lit d'hôpital. Elle a appuyé sur lecture. Ma voix plus jeune s'est déversée par le petit haut-parleur, désespérée et effrayée, et tellement amoureuse que ça faisait mal de l'entendre. Je me suis entendu expliquer que j'étais blessé et que je me sentais comme un plan de secours. À propos de Nick me disant la vérité, de ne pas vouloir passer ma vie à me demander ce que nous aurions pu être. Ma voix s'est brisée quand j'ai dit que je l'aimais. Puis est venu le son que j'avais tant redouté. Le bruit sourd, le crissement du métal, le fracas du verre, un cri qui aurait pu être le mien. Puis, le silence. La messagerie vocale s'est coupée. Nous sommes restés assis dans un lourd silence pendant longtemps. La main de Bee a trouvé la mienne et l'a serrée. J'ai finalement rompu le calme. Je lui ai dit que je comprenais pourquoi je m'étais senti comme ça à l'époque. La peur et la douleur et le besoin désespéré de tout arranger avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne pouvais pas laisser ce moment tout définir maintenant. Nous n'étions plus ces personnes. Cet accident n'avait pas à décider de notre avenir. Bee a bougé dans le lit et m'a regardé directement. Elle a dit qu'elle avait besoin de me parler de son mariage. Il s'était terminé parce qu'elle continuait d'éviter les conversations difficiles. Chaque fois que quelque chose ne fonctionnait pas entre eux, elle trouvait un projet sur lequel se concentrer à la place. Rénover la cuisine, planifier des vacances élaborées, faire du bénévolat pour des tâches de travail supplémentaires, tout pour éviter de s'asseoir et d'affronter ce qui n'allait vraiment pas. Son ex l'a finalement confronté à ce sujet, disant qu'il avait l'impression de vivre avec une colocataire qui gérait les problèmes au lieu d'une partenaire qui les partageait. Elle a essayé de changer, mais les schémas étaient trop profonds. Ils se sont séparés au bout de 5 ans et ont divorcé 1 an plus tard. Elle m'a regardé quand elle a eu fini et a dit « Il ne s'agissait pas de moi ou de notre histoire. Il s'agissait de schémas que je devais changer en moi-même. D'apprendre à rester présente même quand les choses devenaient inconfortables au lieu d'essayer de toujours tout réparer. » La 5e semaine est arrivée, et Nick aussi. Une infirmière m'a aidé à m'asseoir plus droit avant qu'il n'entre. Quand il a franchi la porte, je l'ai à peine reconnu. Plus vieux, évidemment, une barbe, des lunettes différentes, mais le même sourire chaleureux. Nous nous sommes serrés dans nos bras avec précaution autour de mes voies intraveineuses. Nous avons tous les deux pleuré un peu. Il a rapproché une chaise et s'est assis. Il a admis quelque chose que je m'étais demandé pendant des semaines. Il a dit qu'il avait toujours su que Bee me regardait différemment. Même quand ils étaient ensemble, il pouvait le voir. Son visage changeait quand mon nom apparaissait dans la conversation. Quand quelqu'un racontait une histoire sur moi, toute son expression s'adoucissait d'une manière qu'elle n'avait jamais faite avec lui. Il a dit qu'il avait essayé de ne pas s'en soucier parce qu'elle était gentille et présente, et qu'elle essayait vraiment de l'aimer. Mais on ne peut pas forcer ce genre de connexion.
Il le savait à l'époque, et il le savait définitivement maintenant après des années de réflexion. Après le départ de Nick, Bee est revenue. Elle m'a dit qu'elle et Nick avaient parlé en privé dans le couloir. Ils ont conclu un accord. Ils n'allaient pas trianguler ou se mettre au milieu de ce qui se passait entre elle et moi. Ils n'allaient pas demander à Nick de transmettre des messages ou de vérifier comment j'allais. Ils n'allaient pas le mettre dans une position où il devait choisir son camp ou gérer notre relation. Ils voulaient protéger leur amitié. Ils avaient travaillé trop dur pour la reconstruire après leur rupture. Et ils n'allaient pas tout gâcher en répétant de vieux schémas douloureux. J'ai hoché la tête et j'ai dit que cela avait du sens. Nick avait été un bon ami pour nous deux. Il méritait mieux que d'être à nouveau pris au milieu. La 6e semaine a apporté un revers que j'aurais dû voir venir. Will me faisait travailler avec le déambulateur dans la salle de thérapie. Je m'en sortais bien, faisant des pas prudents pendant qu'il m'assistait. Mais je suis devenu trop confiant. J'ai pensé que je pouvais aller plus loin que ce qu'il recommandait. Je l'ai convaincu de me laisser essayer de marcher jusqu'au mur du fond au lieu de seulement à mi-chemin. À mi-chemin, mes jambes ont commencé à trembler. Will m'a dit de m'arrêter et de me reposer, mais j'ai continué. 3 pas plus tard, mes jambes ont complètement lâché. Je suis tombé lourdement, frappant le sol avec ma hanche, absorbant la majeure partie de l'impact. Tout le monde dans la salle a couru vers moi. Will m'a examiné attentivement pendant que j'étais là, me sentant stupide et honteux. La contusion était grave, assez grave pour que nous devions arrêter la physiothérapie pendant 1 semaine pendant qu'elle guérissait. 1 semaine entière de progrès perdus, parce que je n'avais pas pu écouter quelqu'un qui savait réellement ce qu'il faisait. Bee m'a parlé plus tard cette semaine-là d'une conversation qu'elle avait eue avec Jasmine. Sa thérapeute lui a demandé d'explorer une possibilité effrayante. Peut-être qu'elle devait prendre du recul et ne pas me rendre visite aussi souvent. Peut-être que sa présence constante devenait un béquille émotionnel pour nous deux. Bee a dit qu'elle s'était battue contre l'idée au début, et devenue défensive, a dit qu'elle n'était qu'un soutien. Mais Jasmine l'a doucement poussée, lui demandant si Bee soutenait ma guérison ou essayait d'y être essentielle. Elle lui a demandé si elle m'aidait à bâtir mon indépendance ou si elle devenait nécessaire. Bee m'a avoué que les questions l'avaient frappée durement. Elle a réalisé qu'elle avait mesuré sa valeur par à quel point j'avais besoin d'elle. Jasmine lui a dit que ma guérison ne pouvait pas consister à gagner son amour ou à prouver que je valais son sacrifice. Cela devait être à propos de moi, d'apprendre à vivre à nouveau, indépendamment du fait que nous finissions ensemble. Nous avons eu la conversation difficile 2 jours plus tard. Bee s'est assise sur la chaise à côté de mon lit, au lieu d'être sur le lit avec moi. Elle a dit qu'elle voulait d'abord être mon amie. De vrais amis. Pendant que je reconstruisais les compétences de base de la vie et l'indépendance, sans pression sur la romance ou les délais relationnels, juste 2 personnes apprenant à se connaître à nouveau dans ce contexte complètement différent. Je me suis senti sur la défensive tout de suite. J'ai voulu argumenter que nous étions plus que des amis et que nous l'avions toujours été. Mais je me suis arrêté, je me suis forcé à vraiment écouter. Elle avait raison. J'étais encore en train de réapprendre à me doucher sans aide, à m'habiller, à passer une journée complète sans être complètement épuisé. Je ne pouvais pas me lancer directement dans une relation alors que je découvrais encore comment être un adulte fonctionnel. C'était douloureux de l'entendre, mais je savais que c'était vrai. La fois suivante où Bee m'a rendu visite, elle a apporté une enveloppe, blanche et simple, scellée. Elle me l'a tendue et a dit qu'elle m'avait écrit une longue lettre sur qui elle était à 21 ans par rapport à qui elle est maintenant à 36 ans, sur les façons dont elle avait grandi et les façons dont elle luttait encore. Elle a dit que je pouvais la lire quand j'étais prêt. Pas de pression, pas de délai, juste quand ça me semblait juste. J'ai tenu l'enveloppe avec précaution et je l'ai remerciée. Après son départ, je l'ai posée sur la petite table à côté de mon lit. Je n'étais pas encore prêt, mais savoir qu'elle était là, savoir qu'elle avait pris le temps d'écrire tout ce qu'elle voulait que je comprenne, cela signifiait quelque chose. Cela signifiait qu'elle faisait autant d'efforts que moi pour bien faire les choses, au lieu de les faire vite. Cette nuit-là, j'ai ouvert l'enveloppe et j'ai sorti 3 pages couvertes de l'écriture de Bee. Elle écrivait sur le fait de quitter l'école doctorale à 23 ans parce qu'elle ne pouvait se concentrer sur rien d'autre que de se demander si je me réveillerais. Descriptif du passage traduit. Voici la traduction en français du passage. Elle a décrit avoir rencontré son ex-mari lors d'un événement caritatif à l'hôpital 2 ans plus tard.
comment il semblait stable et gentil, et rien de tel que le chaos qu'elle ressentait à l'intérieur. Elle a admis qu'elle l'avait épousé en partie parce qu'il n'avait jamais trop exigé d'elle, n'avait jamais franchi les murs qu'elle avait construits. Les pages détaillaient son ascension au travail, l'appartement qu'elle a acheté seule après le divorce, les séances de thérapie où elle a appris qu'elle continuait de choisir des personnes qu'elle pouvait réparer au lieu de personnes qui la défiaient de grandir. Elle a terminé en disant qu'elle m'aimait, mais qu'elle ne savait pas si elle aimait mon moi réel ou seulement l'idée d'obtenir enfin la fin qu'elle avait imaginée pendant 15 ans. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai reposé avec précaution. Tout ce temps, je m'étais concentré sur le fait de savoir si elle m'aimait toujours, si nous pouvions faire fonctionner cela, si je méritais une autre chance. Mais je n'avais pas réfléchi à qui j'étais réellement au-delà de quelqu'un qui aimait Bee. L'accident m'a volé l'opportunité de construire une carrière, de découvrir ce qui m'importait, de devenir une personne complète avec des intérêts et des objectifs et une vie qui signifiait quelque chose. Je me suis allongé sur le lit, fixant le plafond. Et j'ai réalisé que je n'avais aucune idée du type de personne que je voulais être maintenant. Bee est apparue 2 jours plus tard au lieu du lendemain, comme d'habitude. Elle a expliqué qu'elle viendrait 2 fois par semaine maintenant au lieu de 3, que nous avions tous les deux besoin d'espace pour exister séparément au lieu de graviter constamment l'un autour de l'autre. Ma poitrine s'est serrée de solitude, mais je me suis forcé à hocher la tête et à dire que je comprenais. Après son départ, j'ai remarqué que quelque chose avait changé lors de ma séance de thérapie de l'après-midi avec Will. J'ai poussé plus fort, dépassant la douleur dans mes jambes, sans penser à économiser de l'énergie pour être présent et engagé lorsque Bee me rendrait visite. Will l'a remarqué aussi et a augmenté la résistance sur la machine de presse à jambes, me faisant travailler des muscles que j'avais ménagés pendant des semaines. La brûlure a fait du bien d'une manière inattendue, comme si je construisais quelque chose pour moi-même, au lieu de simplement suivre la rééducation pour que quelqu'un d'autre en soit témoin. La semaine suivante, je me suis assis pour déjeuner à la cafétéria de rééducation, à côté d'un autre patient qui avait mangé seul tous les jours. Il avait une 50aine d'années avec un léger affaissement sur le côté gauche de son visage à cause d'un AVC survenu 6 mois auparavant. J'ai demandé si le siège était pris et il a secoué la tête. Alors je me suis installé avec mon plateau. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes avant qu'il ne pointe mon déambulateur et ne dise que le sien était le même modèle. J'ai pointé sa main gauche faisant des exercices de thérapie avec une balle anti-stress et j'ai dit que j'en avais une aussi. Nous avons commencé à manger ensemble tous les jours après cela, comparant le nombre de pas que nous pouvions gérer ou nous plaignant de la difficulté de réapprendre des choses que nos corps faisaient autrefois automatiquement. Avoir quelqu'un d'autre à qui parler que le personnel médical et Bee m'a fait me sentir moins comme un patient et plus comme une personne normale, traversant simplement quelque chose de difficile. Bee m'a dit lors de sa visite suivante qu'elle avait commencé à assister à un groupe de soutien pour les aidants les mardis soirs. Elle a décrit être assise en cercle avec d'autres personnes qui aimèrent quelqu'un qui traversait un rétablissement ou une maladie chronique. Une femme a parlé de l'addiction de son mari, comment elle avait passé des années à essayer de le sauver en payant ses dettes et en trouvant des excuses et en faisant essentiellement tout, sauf le laisser faire face aux vraies conséquences. La femme a dit qu'elle avait finalement réalisé qu'elle ne l'aidait pas à aller mieux. Elle lui permettait simplement de rester malade tout en se sentant comme une héroïne de le soutenir. Bee a dit que le parallèle l'avait durement frappée. Elle avait mesuré sa valeur par à quel point j'avais besoin d'elle, se rendant nécessaire à ma guérison au lieu de m'aider à construire une véritable indépendance. La femme du groupe a dit « La chose la plus difficile a été de prendre du recul et de faire confiance à la personne que vous aimez pour qu'elle survive sans que vous la sauviez constamment. » Anna McKeel est apparue la semaine suivante avec un dossier en cuir rempli de formulaires et une énergie calme qui m'a fait sentir que peut-être tout ce gâchis juridique était réellement gérable. Elle a expliqué que restaurer ma capacité à prendre mes propres décisions médicales et financières signifiait prouver à un juge que je comprenais ma situation et que je pouvais plaider ma propre cause. Nous avons passé 2 heures à parcourir la paperasse pendant qu'elle me posait des questions sur mon plan de traitement, ma situation de vie, ce que je voulais pour mon avenir. J'ai signé des formulaires et paraphé des pages, et j'ai senti quelque chose de puissant changer en moi. Pendant des mois, d'autres personnes avaient pris des décisions concernant mon corps et ma vie parce que je n'étais légalement pas considéré comme capable. Maintenant, je reprenais ce pouvoir,
même si le système semblait conçu pour les personnes qui avaient de quelqu'un pour les guider à travers chaque étape déroutante. Anna a promis de déposer le tout d'ici la fin de la semaine et a dit que nous aurions une date d'audience dans un mois. Bee était assise sur le sol de son appartement ce soir-là, entourée de vieux carnets et de son ordinateur portable ouvert sur une application musicale. Elle a fait défiler les listes de lecture qu'elle avait créées au fil des ans jusqu'à ce qu'elle en trouve une appelée Frozen in Time, figée dans le temps, datant de ses 21 ans. Les chansons étaient toutes de cette année-là, des choses qui avaient joué dans les cafés et à la radio des voitures lorsque nous étions en train de découvrir qui nous étions. Elle a cliqué sur les pistes et s'est souvenue l'avoir faite au cours de la première année de mon coma. Alors qu'elle pensait toujours que je pourrais me réveiller n'importe quel jour et que nous reprendrions là où nous nous étions arrêtés. Elle a sélectionné toute la liste de lecture et a cliqué sur « Supprimer », puis en a parlé à Jasmine lors de sa séance suivante. Lâcher cette liste de lecture, c'était comme libérer une version fantasmée de nous qui n'a jamais réellement existé. Elle a dit que les gens que nous étions alors ne savaient rien sur la construction d'une relation réelle. Ils savaient seulement comment se désirer à distance de sécurité. Will a organisé une sortie supervisée à l'intersection où l'accident s'était produit. Il m'y a conduit un mercredi matin avec un autre membre du personnel sur le siège arrière au cas où. Nous nous sommes garés de l'autre côté de la rue et je suis resté assis à regarder le coin où se trouvait autrefois le lampadaire avant qu'il ne soit remplacé. Mes mains ont commencé à trembler en premier. Puis ma respiration est devenue tendue et rapide et je ne pouvais plus aspirer assez d'air dans mes poumons. Les bords de ma vision sont devenus flous et j'ai entendu la voix de Will de très loin me disant de me concentrer sur son décompte. Je me suis forcé à inspirer pendant 4 temps, à retenir pendant 4, à expirer pendant 4, exactement comme mon thérapeute m'avait appris. J'ai appuyé mes pieds sur le plancher de la voiture et j'ai nommé 5 choses que je pouvais voir, 4 choses que je pouvais toucher, 3 choses que je pouvais entendre. La panique n'a pas disparu, mais elle a cessé de croître, a cessé de menacer de m'engloutir complètement. Après 10 minutes, je pouvais respirer normalement à nouveau, et Will m'a demandé si je voulais partir. J'ai secoué la tête, et nous sommes restés assis là pendant 20 minutes supplémentaires, pendant que je regardais simplement ce coin et me permettais de me souvenir que c'était arrivé, que j'avais survécu, que j'étais toujours là. Bee m'a retrouvé dans un parc près du centre de rééducation cet après-midi-là. Elle a apporté des plats à emporter d'un restaurant thaïlandais et nous nous sommes assis sur un banc mangeant du pad thaï directement dans les contenants sans beaucoup parler. Le silence était confortable au lieu d'être lourd. Au bout d'un moment, elle a mentionné qu'elle conduisait par un itinéraire différent pour éviter cette intersection depuis 15 ans, ajoutant 10 minutes à son trajet juste pour ne pas avoir à voir l'endroit où tout avait changé. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrions tracer une nouvelle route ensemble. A-t-elle dit ? Ni l'ancienne route, ni sa route d'évitement, mais quelque chose de différent qui ne porte pas un tel poids. J'ai dit que ça me semblait bien, et nous avons recommencé à manger tout en regardant les gens promener leurs chiens et les enfants jouer sur les balançoires. J'ai admis à Bee la fois suivante qu'elle m'a rendu visite que je l'avais mise sur un piédestal pendant si longtemps. Je l'avais transformée en cette personne parfaite dans mon esprit qui ne pouvait rien faire de mal. Maintenant, j'essaie de te voir comme quelqu'un de réel, avec des défauts et des sentiments compliqués, et toute une vie dont je ne sais rien. Elle a ri, mais s'est sortie triste et fatiguée. Elle a dit que c'était probablement la chose la plus honnête que j'ai dite depuis mon réveil, qu'elle m'avait senti la regarder comme si elle était une sorte de sainte de me rendre visite toutes ces années, alors qu'en réalité, elle n'était qu'une personne essayant de comprendre comment vivre avec la culpabilité, la douleur et l'amour enchevêtrés. Nous sommes restés avec cette vérité pendant un moment, reconnaissant tous les deux que tout ce que nous construirions maintenant devait être basé sur qui nous étions vraiment, au lieu de qui nous nous étions imaginés l'un l'autre. Bee a confessé à Jasmine lors de sa séance cette semaine-là qu'elle commençait à se sentir attirée par moi à nouveau, mais que c'était différent maintenant, moins désespéré et frénétique, plus régulier et ancré. Elle a décrit cela comme vouloir mieux me connaître au lieu d'avoir besoin de me sauver ou d'être sauvée par moi. Jasmine lui a demandé si cela lui faisait peur, et Bee a admis que oui parce qu'elle ne faisait plus confiance à son propre jugement en matière de relations. Chaque fois qu'elle avait été fortement attirée par quelqu'un, cela avait été mêlé au fait d'essayer de les réparer ou d'éviter ses propres problèmes.
Mais elle ne pouvait pas non plus nier que quelque chose de réel grandissait entre nous. Quelque chose qui ressemblait moins à la fantaisie à laquelle elle s'était accrochée et plus à deux personnes réelles apprenant à se voir clairement pour la première fois. J'ai appelé le bureau de Jasmine le lendemain matin et j'ai demandé si je pouvais réserver une séance individuelle avant notre prochaine réunion commune avec Bee. La réceptionniste m'a donné rendez-vous 2 jours plus tard. Quand je suis arrivé, Jasmine s'est assise en face de moi avec son bloc-notes et a demandé sur quoi je voulais travailler. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide pour comprendre comment parler à Bee d'avancer sans la faire se sentir responsable de mon bonheur ou comme si je la poussais à faire quelque chose pour lequel elle n'était pas prête. Jasmine a hoché la tête et a sorti une feuille de papier vierge. Elle m'a fait écrire exactement ce que je voulais dire. Puis nous l'avons passé en revue ligne par ligne, supprimant tout ce qui donnait l'impression de demander à Bee de me réparer ou de me sauver. Nous avons pratiqué différents scénarios où Bee pourrait répondre avec hésitation ou incertitude. Et Jasmine m'a coaché sur la façon d'écouter sans me mettre sur la défensive ou essayer de la convaincre de ressentir différemment. À la fin de l'heure, j'avais un script qui semblait honnête, mais pas désespéré, clair mais pas exigeant. Jasmine m'a rappelé que, quelle que soit la décision de Bee, je devais travailler à construire ma propre vie séparée d'elle. Je suis parti me sentant nerveux, mais plus préparé que je ne l'avais été pour quoi que ce soit depuis mon réveil. La séance commune a eu lieu 3 jours plus tard au bureau de Jasmine. Bee était assise à une extrémité du canapé et moi à l'autre, tous deux tendus et prudents. Jasmine nous a demandé de parler de ce à quoi ressemblerait le fait de sortir ensemble si nous décidions d'essayer. J'ai commencé le premier en utilisant le script que j'avais pratiqué, expliquant que je voulais que nous allions lentement avec des vérifications régulières sur ce que nous ressentions tous les deux. J'ai dit que je ne pouvais encore rien promettre sur l'avenir et que j'avais besoin de continuer la thérapie individuelle pour continuer à travailler sur moi-même. Bee a eu l'air surprise mais soulagée. Elle a ajouté qu'elle avait besoin des mêmes choses, en plus que nous soyons tous les deux honnêtes si des doutes ou des inquiétudes surgissaient. Jasmine a tout écrit sur un tableau blanc et nous avons passé les 40 minutes suivantes à définir des limites et des attentes spécifiques. C'était étrangement formel, comme si nous négocions un contrat commercial au lieu de parler de nos sentiments. Mais c'était aussi plus sûr que de simplement espérer que nous allions tout régler au fur et à mesure. Lorsque la session s'est terminée, nous avions un cadre clair qui semblait gérable au lieu d'être écrasant. La semaine 13 de la physiothérapie est arrivée et Will m'a fait essayer de marcher sans le déambulateur. Je l'avais utilisé de moins en moins ces derniers jours, mais c'était la première fois qu'il voulait que j'aille complètement sans soutien. Il s'est tenu assez près pour m'attraper si je tombais et m'a dit d'y aller doucement. J'ai fait un pas, puis un autre, mes jambes tremblant sous l'effort de soutenir tout mon poids. 3 pas, 4 pas, 5 pas. Tout le personnel de rééducation s'était rassemblé pour regarder, et lorsque j'ai atteint 6 pas avant de devoir m'arrêter, ils ont tous commencé à applaudir et à encourager. Will a souri et m'a tapé sur l'épaule. C'était une petite victoire par rapport à ce que la plupart des gens pouvaient faire sans y penser. Mais cela signifiait que je me rapprochais de la possibilité de vivre seul. C'était plus important que tout résultat romantique. Je pouvais prendre soin de moi. Je pouvais construire une vie qui fonctionnait même si Bee et moi ne fonctionnions pas. Bee m'a envoyé un SMS l'après-midi suivant, me demandant si je voulais visiter un petit musée d'art avec elle, en tant qu'amie. Aucune pression ni attente attachée. J'ai dit oui et nous nous sommes retrouvés là-bas un samedi matin. Le musée était calme et petit, seulement 3 salles de peintures et de sculptures. Nous avons marché lentement dans les expositions, nous arrêtant pour regarder les pièces qui attiraient notre attention. Bee a souligné des détails dans un paysage que je n'aurais jamais remarqué. Je l'ai fait rire en comparant une sculpture abstraite à une forme de pâte étrange. Nous avons passé près de 2 heures là-bas à parler de ce que nous voyions, à partager des opinions, à être en désaccord sur les pièces que nous aimions le plus. C'était la première fois que nous apprécions simplement la compagnie l'un de l'autre sans que le poids de notre histoire n'écrase tout. Pas de discussion sur l'accident ou le coma ou ce que nous signifions l'un pour l'autre. Juste 2 personnes regardant l'art et parlant de choses normales. Au milieu de la 2e salle, le musée a commencé à se remplir d'un groupe de touristes. Soudain, il y avait 30 personnes entassées autour des tableaux, parlant fort, se rapprochant. Le bruit et les corps m'ont encerclé, et ma poitrine s'est serrée. J'ai senti ma respiration s'accélérer, et ma vision a commencé à s'estomper sur les bords.
La panique s'est accumulée dans ma poitrine comme quelque chose de vivant essayant de s'enfuir. J'ai murmuré une excuse à Bee à propos d'aller aux toilettes et j'ai marché aussi fermement que possible vers la sortie. Dans la salle de bain, je me suis enfermé dans une cabine et me suis forcé à utiliser les outils d'adaptation que ma thérapeute m'avait enseignés. Inspirer pendant 4 temps, retenir pendant 4, expirer pendant 4. J'ai appuyé mes pieds sur le sol et j'ai nommé 5 choses que je pouvais voir, 4 choses que je pouvais toucher, 3 choses que je pouvais entendre. La panique n'a pas disparu, mais elle a cessé de croître. Après 10 minutes, je pouvais respirer normalement à nouveau. Je me suis lavé le visage et je suis retourné à l'extérieur pour retrouver Bee. Elle avait l'air inquiète, mais n'a pas posé de questions. Nous avons fini de regarder la dernière salle, puis nous sommes partis. À l'extérieur du musée, Bee a demandé si j'allais bien. Je lui ai parlé de l'attaque de panique et de la façon dont j'avais réussi à me calmer. Elle a écouté sans essayer de la réparer ou de la rendre meilleure, reconnaissant simplement que c'était arrivé. Puis elle a dit quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Elle m'a dit clairement qu'elle ne pouvait pas me promettre un avenir qu'elle ne pouvait pas encore voir. Elle avait besoin de savoir que je serais bien même si nous décidions que nous étions meilleurs en tant qu'amis. Chaque partie de moi voulait argumenter pour la convaincre que nous devions être ensemble, que j'avais attendu 15 ans pour ça. Mais je me suis forcé à m'arrêter et j'ai simplement dit que je comprenais. Je lui ai dit que je travaillais à construire une vie qui n'était pas entièrement centrée sur elle. Ça m'a fait mal de le dire, mais c'était aussi vrai. Bee a hoché la tête et nous avons marché vers le parking en silence. Cette semaine-là, je me suis inscrit à un cours en ligne sur le marketing numérique. La technologie avait tellement changé depuis la dernière fois que j'avais travaillé que je reconnaissais à peine la moitié des termes qu'ils utilisaient. Les premières leçons étaient difficiles à suivre car mon cerveau se fatiguait encore facilement et l'information semblait écrasante. Mais avoir un objectif au-delà de la physiothérapie m'a donné quelque chose pour lequel travailler. J'ai pris des notes et revu les vidéos quand je ne comprenais pas quelque chose. C'était lent, mais ça faisait du bien d'apprendre des compétences qui pourraient m'aider à trouver du travail un jour. Je n'étais pas seulement en convalescence, j'étais en train de construire vers quelque chose. Bee a eu sa propre session avec Jasmine la même semaine. Elle a dit à Jasmine qu'elle avait décidé qu'elle était ouverte à essayer de sortir avec moi lentement et avec précaution, mais qu'elle devait trouver comment communiquer cela d'une manière qui soit honnête sur ses peurs et ses limites. Elle ne voulait pas se précipiter comme elle l'avait fait avec son ex-mari, faisant des promesses qu'elle ne pouvait pas tenir, mais elle ne voulait pas non plus m'éloigner complètement alors que quelque chose de réel grandissait entre nous. Jasmine l'a aidée à pratiquer différentes façons de le dire, jusqu'à ce que Bee se sente confiante qu'elle pouvait prononcer les mots sans me donner de faux espoirs ni tout fermer. Elles ont pratiqué des scénarios où je pourrais réagir avec trop d'enthousiasme ou trop de déception, et Jasmine l'a coachée pour qu'elle reste ferme sur ce qu'elle savait vraiment pouvoir offrir. Quand Bee et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café le lendemain, j'ai abordé le sujet d'un plan de rencontre structuré avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit. J'ai suggéré des vérifications hebdomadaires sur ce que nous ressentions tous les deux, sans étiquette ni attente pendant 3 mois, et que nous restions tous les deux responsables de notre travail de croissance individuelle. Tout le visage de Bee s'est détendu. Elle semblait soulagée que je pense de manière pratique plutôt que seulement romantique. Elle a dit que cela semblait bien, puis a ajouté ses propres exigences. Nous devions tous les deux continuer la thérapie. Nous devions mesurer l'intimité physique avec précaution, et nous devions être complètement transparents sur les doutes ou les inquiétudes à mesure qu'elles survenaient. J'ai accepté tout cela. Nous nous sommes assis là pendant 1 minute à nous regarder à travers la table. Tous deux conscients que nous faisions un accord formel sur quelque chose qui semblait autrefois naturel et facile. Puis, Bee a tendu la main pour me serrer la main, comme si nous concluions un marché. J'ai ri et je lui ai serré la main. Elle a commencé à rire aussi. Nous nous sommes assis là, riant de la façon dont nous étions formels, de la bizarrerie de structurer quelque chose qui se produisait autrefois entre nous sans y penser. Mais sous la maladresse, il y avait du soulagement. Nous essayions. Nous nous choisissions l'un l'autre avec prudence cette fois, les yeux ouverts et nos attentes réalistes. Ce n'était pas le grand geste romantique d'il y a 15 ans. C'était quelque chose de plus calme et d'ancré, quelque chose qui pourrait durer. 2 semaines plus tard, Olivia m'a aidé à emménager dans un appartement de réadaptation supervisé au 3e étage d'un immeuble conçu pour des personnes comme moi.
L'endroit avait une petite cuisine, une salle de bain avec des barres d'appui partout, et une chambre qui semblait immense par rapport à mon espace hospitalier. Une membre du personnel nommée Rita me rendait visite 2 fois par jour pour s'assurer que je me débrouillais bien et pour m'aider si j'étais bloqué sur quelque chose. Le premier matin, seul, je me tenais dans la cuisine, fixant la cuisinière comme s'il s'agissait d'une technologie extraterrestre. Je savais cuisiner avant l'accident, mais mes mains tremblaient lorsque j'ai essayé de casser des œufs dans une poêle. Je les ai brûlés jusqu'à ce qu'ils soient noirs à la première tentative, déclenchant l'alarme incendie, et j'ai dû ouvrir toutes les fenêtres pendant que Rita montait les escaliers en courant. Elle ne m'a pas fait sentir stupide à ce sujet. Elle m'a juste montré comment régler la chaleur et est restée prêt pendant que j'essayais à nouveau. Ce soir-là, j'ai essayé de faire des pâtes et j'ai réussi à faire bouillir l'eau qui a débordé, créant un désordre sur la cuisinière qu'il m'a fallu 20 minutes pour nettoyer. À la fin de la première semaine, j'avais brûlé le dîner 2 fois, failli me couper un doigt en hachant des légumes, et je me sentais épuisé juste en essayant de me nourrir. Mais j'apprenais. Chaque petite tâche comme plier le linge ou faire la vaisselle était ressentie comme une victoire, car il y a 3 mois, je ne pouvais même pas me lever sans aide. Rita a commencé à me laisser seule pendant de plus longues périodes, ne me rendant visite qu'1 fois par jour, et j'étais fier de me débrouiller même quand les choses tournaient mal. Le samedi, Bee m'a invité à rencontrer certains de ses amis pour un déjeuner décontracté en ville. Elle est venue me chercher et nous avons conduit ensemble, mon estomac noué par la nervosité de rencontrer des gens de sa vie actuelle. Le restaurant avait des places à l'extérieur et 4 personnes étaient déjà là quand nous sommes arrivés. Bee m'a présenté comme quelqu'un d'important pour elle, sans plus d'explications, et tout le monde a souri et m'a fait de la place à table. Une femme nommée Sarah travaillait avec Bee et a parlé de son drame au bureau. Un gars nommé Jaden a posé des questions sur mes progrès de réadaptation sans être bizarre à ce sujet. 2 autres amis, Amy et Jordan, étaient un couple que Bee connaissait depuis son mariage. Ils étaient gentils et curieux, mais n'ont pas insisté lorsque j'ai donné des réponses courtes sur où j'étais passé pendant 15 ans. Je suis resté assis là à manger un sandwich et à les écouter parler de projets de week-end, de frustrations au travail et d'un voyage de randonnée qu'ils planifiaient. J'ai réalisé que c'était la vraie vie de Bee maintenant. C'était ses gens, ses routines, son monde qui existait complètement séparé de moi. Elle ne leur demandait pas de me faire de la place ou de changer quoi que ce soit. Elle m'invitait simplement à voir cette partie de sa vie et me laissait décider si je voulais en faire partie. Le déjeuner a duré 2 heures et j'étais fatigué à la fin à cause de toute l'interaction sociale, mais c'était une bonne fatigue. Lorsque Bee m'a ramené à mon appartement, elle m'a demandé comment ça s'était passé et je lui ai dit que c'était agréable d'être inclus sans pression. La semaine suivante, Sarah nous a invités tous les 2 à un dîner chez elle. C'était décontracté, seulement 8 personnes au total, et j'ai aidé Bee à apporter un plat qu'elle avait préparé pour contribuer. Nous étions assis dans le salon de Sarah à parler lorsque la sonnette a retenti et Sarah a ouvert. Un homme grand dans la quarantaine se tenait là, tenant une boîte, et je l'ai reconnu sur des photos que Bee m'avait montrées, son ex-mari. Il a tendu la boîte à Sarah, expliquant qu'il avait trouvé certaines de ses affaires dans son garage de l'époque où ils avaient tous été colocataires il y a des années. Tout le monde est devenu calme et mal à l'aise pendant 1 seconde. Bee s'est levé et a dit bonjour, et ils ont échangé une brève étreinte qui avait l'air rigide, mais pas hostile. Il m'a regardé, et Bee nous a présenté sans expliquer qui j'étais. Nous nous sommes serrés la main. Il est resté peut-être 5 minutes à parler superficiellement de son nouveau travail avant de partir. Après son départ, la tension dans la pièce s'est dissipée et la conversation a recommencé à couler. Plus tard ce soir-là, lorsque Bee m'a ramené à la maison, elle a abordé le sujet sans que j'aie à le demander. Elle a dit que le voir maintenant était différent de ce à quoi elle s'était attendue. Il n'y avait ni douleur ni colère, ni la question de ce qui se serait passé. Ils avaient tous les 2 complètement tourné la page et construit des vies séparées, et cela a semblé un véritable clôture. Elle avait l'air plus légère après l'avoir dit, comme si elle portait un poids qu'elle ignorait jusqu'à ce qu'il disparaisse. Quelques jours plus tard, Bee et moi étions assis sur le canapé de mon appartement à boire du thé quand elle est devenue silencieuse. Elle a regardé sa tasse pendant un moment avant de parler. Elle a admis qu'elle avait revécu la scène où je l'avais rejetée à ma porte des milliers de fois au fil des ans. Dans sa version, j'avais dit oui quand elle avait demandé une chance, et nous aurions tout arrangé ensemble au lieu de perdre 15 ans.
Elle s'était constamment demandé ce qui se serait passé si j'avais géré ma douleur différemment, si elle s'était mieux expliquée, si l'un de nous avait été plus courageux. J'ai écouté sans interrompre, ma poitrine me faisant mal à cause de la douleur dans sa voix. Quand elle a eu fini, je lui ai dit que j'avais fait la même chose. J'avais passé d'innombrables heures à l'hôpital à revivre ce moment, souhaitant pouvoir revenir en arrière et choisir différemment. Mais nous étions des enfants à l'époque, ai-je dit. Nous ne savions pas comment gérer des situations impossibles ou communiquer lorsque nous étions blessés. Nous faisions de notre mieux avec ce que nous comprenions à ce moment-là. Bee a hoché la tête et a essuyé ses yeux. Nous sommes restés assis là pendant un moment en silence, et quelque chose de lourd qui était assis entre nous s'est finalement levé. Nous ne pouvions pas changer le passé, mais peut-être pouvions-nous nous pardonner de ne pas avoir su mieux à l'époque. Cette nuit-là, après le départ de Bee, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à écrire. J'ai écrit toute l'histoire depuis le début, en commençant par le fait de voir son camion de déménagement depuis ma fenêtre, l'appel téléphonique avec Nick, le trajet jusqu'à l'aéroport, l'accident, me réveiller 15 ans plus tard, tout ce qui s'était passé depuis. Cela m'a pris 3 heures et mes mains étaient engourdies d'avoir écrit, mais j'avais besoin de tout mettre sur papier. Quand j'ai eu fini, je l'ai lu une fois puis je l'ai envoyé à Nick dans un email. Je lui ai demandé son avis honnête, non pas sur Bee et moi spécifiquement, mais sur la façon dont je gérais tout cela. Je voulais savoir s'il pensait que j'abordais cela de la bonne manière ou si quelque chose d'évident m'échappait. J'ai cliqué sur envoyer avant de trop y réfléchir, puis je suis allé me coucher. Le lendemain matin, Nick avait répondu avec un long message. Il a dit qu'il était fier de la façon dont je gérais tout, que cela ne devait pas être facile de se réveiller dans un monde complètement différent et de devoir tout reconstruire à partir de zéro. Il m'a dit qu'il était heureux de sa propre vie maintenant, qu'il avait un bon travail et une petite amie avec qui il était sérieux, et qu'il voulait le même type de satisfaction pour Bee et pour moi. Il a dit que nous méritions de découvrir ce que nous voulions sans la culpabilité ou la pression du passé. Sa chaleur et son soutien m'ont serré la gorge. J'ai enregistré l'email pour le relire plus tard. Quand Bee est venue cet après-midi-là, je lui ai montré ce que j'avais envoyé à Nick et sa réponse. Elle a lu les deux attentivement, son expression douce. Lorsqu'elle a levé les yeux, elle m'a demandé si je voulais avoir un vrai rendez-vous avec elle. Pas une visite à l'hôpital ou une réunion liée à la thérapie, mais un vrai rendez-vous où nous nous habillerions bien et essaierions de nous amuser comme des gens normaux. Mon cœur a commencé à s'emballer, et j'ai dit oui immédiatement, probablement trop vite, mais cela ne m'importait pas. Elle a souri et a dit qu'elle planifierait quelque chose pour le week-end. Les jours suivants s'écoulèrent lentement, tandis que j'essayais de ne pas être obsédé par ce que je devais porter ou de quoi nous allions parler. Le samedi matin arriva, et Bee vint me chercher dans une robe bleue que je n'avais jamais vue. J'avais emprunté une plus belle chemise à mon ami de rééducation, et j'avais coiffé mes cheveux. Nous avons conduit jusqu'à un café près d'un grand parc, et avons commandé des boissons. Puis nous avons marché sur les sentiers en parlant de choses actuelles. Elle m'a parlé d'un livre qu'elle lisait, et je lui ai parlé du cours en ligne que je suivais. Nous avons discuté des missions que nous avions tous les deux vues et de ce que nous voulions de l'année à venir. La conversation a coulé facilement sans qu'aucun de nous ne mentionne le passé ou l'accident. À un moment donné, nos mains se sont effleurées, et j'ai pris la sienne avec précaution. Elle m'a rendu la pression, et nous avons marché comme ça pendant un moment. C'était à la fois familier, comme quelque chose que nous avions fait 1000 fois auparavant, et complètement nouveau, comme si nous étions deux personnes différentes qui se rencontraient à nouveau. Nous nous sommes assis sur un banc près d'un étang et avons regardé les canards nager. Bee s'est appuyé contre mon épaule et je me suis senti plus content que je ne l'avais été depuis des mois. Plus tard cette semaine-là, Bee a eu sa séance régulière avec Jasmine et lui a parlé du rendez-vous. Elle a expliqué que quelque chose se sentait différent cette fois. Elle ne tombait pas dans le mode soignante ni n'essayait de me réparer. J'étais en train de diriger des parties de la conversation et de prendre des décisions sur où marcher. Elle avait l'impression d'être avec un partenaire égal au lieu de quelqu'un qu'elle avait besoin de secourir. Jasmine a souligné que c'était pour cela qu'elle travaillait, et Bee devait remarquer et apprécier quand la dynamique semblait saine au lieu de seulement s'inquiéter de quand cela pourrait mal tourner. Bee a accepté et a dit qu'elle se sentait pleine d'espoir d'une manière ancrée plutôt que désespérée.
Mon jour de sortie du centre de rééducation est arrivé un jeudi matin. Will est passé à mon appartement pour une dernière évaluation et s'assurer que j'étais prêt. J'ai marché dans tout l'appartement sans aide, préparé le petit déjeuner pendant qu'il regardait et répondu à toutes ses questions sur mon horaire de thérapie ambulatoire. Il a signé les papiers et m'a serré la main, me disant qu'il était fier de mes progrès. Olivia est passée 1 heure plus tard avec plus de formulaires à signer, m'engageant à des examens de thérapie continue et des évaluations mensuelles. Elle m'a rappelé que c'était un début, pas une fin, et que je devais rester au courant de mes rendez-vous. Je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle avait fait pour m'aider à naviguer dans le système. Après leur départ, je me suis assis seul dans mon appartement, me sentant à la fois excité et terrifié d'être véritablement indépendant. Ce soir-là, Bee est venue avec des plats à emporter et un petit sac cadeau. À l'intérieur se trouvait une clé de rechange de son appartement. Elle a expliqué que c'était pour la sécurité et l'accès, mais pas une invitation à emménager. Elle voulait que je l'aie en cas d'urgence ou si j'avais besoin d'un endroit où aller. Mais elle a été claire sur le fait que nous n'étions pas prêts à vivre ensemble. J'ai pris la clé avec précaution et je lui ai dit que je n'étais pas prêt pour cela non plus. J'avais besoin de me prouver que je pouvais me débrouiller seul d'abord, que je pouvais construire une vie qui était la mienne avant d'essayer de la fusionner avec celle de quelqu'un d'autre. Elle a semblé soulagée que je comprenne. Nous avons dîné ensemble et avons parlé de petites choses. Et quand elle est partie, j'ai mis la clé sur mon porte-clés à côté de la clé de mon appartement. C'était comme une promesse de quelque chose de réel et de prudent, quelque chose que nous construisions lentement au lieu de nous précipiter. 1 semaine plus tard, Bee est venue me chercher et nous avons conduit jusqu'à l'intersection où l'accident s'est produit il y a 15 ans. Aucun de nous n'a dit grand-chose pendant le trajet. J'ai regardé par la fenêtre, voyant des rues familières défiler, remarquant à quel point tout était différent maintenant. Elle s'est garée à un pâté de maison et nous avons marché le reste du chemin ensemble. L'intersection semblait ordinaire, juste un autre coin avec un feu de circulation et un passage pour piétons. Bee avait apporté des fleurs de l'épicerie, de simples marguerites enveloppées de plastique. Nous nous sommes tenus sur le trottoir pendant un moment. Tous les deux silencieux alors que nous regardions l'endroit où ma voiture avait basculé et heurté le poteau électrique. J'ai placé les fleurs avec précaution contre le poteau, mes mains tremblant un peu. Bee s'est approchée et m'a pris la main, la serrant doucement. Elle a dit que nous n'avions pas à revenir ici à moins que nous le voulions, que cela pourrait être la dernière fois si cela nous aidait à avancer. J'ai hoché la tête et nous sommes retournés lentement à sa voiture, toujours main dans la main. Ce soir-là, j'ai aidé Bee à faire la vaisselle dans sa cuisine après avoir commandé des plats à emporter pour le dîner. Nous étions côte à côte à l'évier, elle lavant et moi séchant, tombant dans un rythme facile. Elle m'a tendu une assiette et a dit « Je t'aime », juste comme ça, sans grand discours ni moment dramatique. J'ai failli laisser tomber l'assiette, mais j'ai réussi à la poser en toute sécurité sur le comptoir. Je lui ai dit que je l'aimais aussi, ma voix ferme et assurée. Nous nous sommes souris tous les deux, sachant que nous choisissions cela avec soin au lieu d'être emportés par de vieux sentiments ou la culpabilité de ce qui s'était passé des années auparavant. 3 mois se sont écoulés et ma routine s'est installée dans quelque chose qui se sentait réel et durable. Je travaillais à temps partiel depuis mon appartement en faisant du service client pour une petite entreprise, répondant aux emails et prenant des appels quelques heures par jour. Les séances de thérapie avaient lieu 2 fois par mois maintenant, au lieu d'être hebdomadaires, et je continuais mes exercices physiques par moi-même. Nick m'a appelé un soir pour notre discussion vidéo régulière et il avait l'air vraiment heureux en me parlant de la femme avec qui il sortait depuis 2 mois. Elle travaillait dans son entreprise et ils s'étaient rencontrés lors d'un déjeuner d'équipe. Il a posé des questions sur Bee et moi et je lui ai dit que nous prenions les choses lentement, mais que cela faisait du bien. Il a souri et a dit qu'il était heureux pour nous deux, que nous méritions tous de bonnes choses. Samedi dernier, Bee et moi avons organisé un petit dîner dans son appartement. Nick est venu avec sa nouvelle petite amie et Bee a invité 2 de ses amis du travail. Mon ami de rééducation est apparu avec une bouteille de vin, marchant sans sa canne maintenant et allant beaucoup mieux. Nous nous sommes entassés autour de la petite table à manger de Bee avec des chaises dépareillées et avons mangé des pâtes qu'elle avait préparées. Il y avait des rires et une conversation facile. Les gens partagèrent des histoires amusantes sur leur semaine et se posèrent des questions.
Personne n'a fait de grands discours sur les secondes chances ou le chemin parcouru par nous tous. C'étaient juste des gens qui se souciaient les uns des autres, partageant une soirée normale ensemble, se passant des plats et remplissant des verres. Lorsque tout le monde est parti vers 22 heures, Bee et moi avons à nouveau nettoyé la cuisine ensemble. Et cette simple routine ressemblait à plus que